plateforme digitale d'orientation et d'information des entrepreneurs de la diaspora africaine. Vous recherchez des opportunités d'affaires, des programmes d'accompagnement technique ou financier, de l'information, des partenaires, des experts ou des consultants locaux? Conçu par et pour ses utilisateurs, le Hub Meet Africa met à votre disposition gratuitement une cartographie simplifiée des dispositifs d'appui, quel que soit l'état de maturité de votre projet, le secteur couvert, le pays visé et vos besoins d'accompagnement. Identifiez des partenaires et experts basés dans le pays de résidence ou d'installation de votre projet d'entreprise et obtenez des conseils sur mesure et des retours d'expérience pour le mener à bien. La recherche d'offres d'accompagnement n'a jamais été aussi simple. Les offres du Hub Meet Africa proposent des informations ciblées et pertinentes à tout entrepreneur de la diaspora désireux d'entreprendre en Afrique. Concrétisez vos projets business grâce aux outils collaboratifs et partagés. Positionnez votre projet grâce à l'outil d'aide à l'orientation. Accédez à des ressources efficaces et vérifiées pour comprendre le marché local et développer votre business. Entrez en relation avec les organismes d'appui à l'entrepreneuriat, les mentors, les experts, les investisseurs et tous les acteurs au service de l'entrepreneuriat de la diaspora en Afrique et en Europe. Interagissez avec les membres de la communauté à travers un post-it board et bien plus encore. Vous avez des idées et des rêves en Afrique? Vous souhaitez partager votre expertise et vos compétences? Rejoignez la communauté du Hub Meet Africa. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Meet Africa dans lequel nous allons échanger pendant 1 heure sur le thème « Comment mobiliser les compétences et les financements des hauts talents de la diaspora ». Donc, je me présente, je suis Virginie Ruyère, je suis chef de projet Meet Africa chez Anima et également représentante du bureau Maroc en cours d'ouverture actuellement. Je vous propose tout d'abord, de partager quelques bonnes pratiques. Alors, je vais partager effectivement. J'espère que vous voyez tous bien mon écran. Donc, je vous propose tout d'abord de partager quelques bonnes pratiques pour le bon déroulement de ce webinaire. Donc, ce webinaire va se dérouler en français. But would you like to follow the webinar in English? You can click on the planet. Mais si vous avez besoin de la traduction en anglais, vous pouvez sélectionner le globe. À couper vos microphones pour le confort de nos différents intervenants que je vais vous présenter. Et si vous souhaitez prendre la parole et participer au débat, surtout n'hésitez pas à utiliser le fil de discussion puisque nous aurons une session d'échange et nous relèverons vos questions en fin de webinaire. Sachez que ce webinaire est enregistré et vous pourrez le retrouver en français ainsi qu'en anglais sur la chaîne YouTube d'Anima, dont vous pouvez trouver le lien ci-après. Je vous propose tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous présenter brièvement Anima. Donc, Anima Investment Network est une association à but non lucratif qui travaille dans la coopération économique entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Anima, c'est un réseau de plus de 70 organisations membres présentes dans près de 22 pays avec des décideurs publics, des organismes de promotion des affaires et des investissements, des pôles d'innovation, des experts et des consultants, des entreprises et investisseurs, ainsi que des startups. Anima collabore et coopère avec ses membres pour relever des défis communs et promouvoir effectivement les investissements dans la zone Méditerranée
donc Europe, Afrique et Moyen-Orient. C'est un réseau d'experts aussi de plus de 400 spécialistes et une équipe de 17 personnes basées à la fois à Marseille et aujourd'hui au Maroc et au Liban. Donc, concernant le projet Meet Africa, dans lequel s'intègre ce webinaire, donc le projet Meet Africa a pour objectif de créer de la valeur en Afrique. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement, qui est mis en œuvre par Expertise France avec l'appui d'Anima, de la GIZ et du Conseil présidentiel africain pour l'Afrique. Le programme Meet Africa est un programme qui s'adresse à la fois aux entrepreneurs de la diaspora dans 6 pays, qui souhaitent entreprendre dans 6 pays d'Afrique. Ça, c'est le premier volet, effectivement, du programme qui vise à renforcer donc, les capacités des entrepreneurs de la diaspora, mais aussi leurs fonds propres. Et le second volet du programme concerne les organismes et les structures accompagnantes de l'ensemble, effectivement, de ces entrepreneurs issus de la diaspora. Et ce second volet vise à renforcer à la fois, bien sûr, les expertises et les compétences aussi de ces structures accompagnantes, mais aussi et surtout vise à leur donner davantage de visibilité pour pouvoir aider les entrepreneurs dans leurs projets d'entreprise dans leur pays d'origine. Dans le cadre de ce projet, plusieurs outils sont mis en place. Le travail d'Anima dans le cadre de ce programme concerne notamment le développement d'une plateforme digitale, une plateforme euro-africaine d'information et d'orientation pour les entrepreneurs, mais également de mise en relation entre les entrepreneurs et les organismes d'appui. On travaille également à l'organisation d'un forum dont je vais vous parler là plus précisément tout de suite, le Forum des entrepreneurs de la diaspora qui se déroulera à Paris au Palais des Congrès le 11 février prochain et qui accueillera entre 1500 et 2000 visiteurs. Donc, concernant la plateforme Hub Africa, donc, qui a été développée depuis près d'un an et demi. Donc, c'est une plateforme d'orientation et d'information des entrepreneurs de la diaspora, essentiellement effectivement des pays cibles, mais qui vise à donner de l'information et à réunir, à fédérer l'ensemble des entrepreneurs de la diaspora et à terme des organismes effectivement d'appui de l'ensemble des pays africains. Donc, ce centre d'information et d'orientation pour les entrepreneurs de la diaspora a été co-construit. C'est une plateforme qui est travaillée, donc je vous le disais, depuis 1 an et demi, avec vraiment les utilisateurs cibles de la plateforme, à la fois les entrepreneurs, mais également les organismes. De nombreux ateliers se sont déroulés à l'issue d'un 2021 pour réellement construire cette plateforme et en fait l'objectif sur toute cette plateforme, c'est qu'elle réponde de manière très précise aux besoins des différents utilisateurs, effectivement de participatif, de co-construction avec les différentes cibles auxquelles s'adresse cette plateforme. Donc nous venons de mettre en ligne, pour votre information, la V2. Nous menons un travail du coup effectivement agile. Nous continuons à optimiser la plateforme et du coup vos critiques, vos avis sont les bienvenus. Donc surtout n'hésitez pas à nous faire remonter effectivement vos témoignages quant à l'utilisation et à l'usage de cette plateforme, dont le lien est hub-meetafrica.co. Donc je vous disais, la deuxième grande activité Anima dans le cadre du programme Meet Africa, c'est l'organisation d'un forum, le Forum des entrepreneurs de la diaspora, qui va se dérouler le 11 février 2023 au Palais des Congrès à Paris Porte-Maillot. Donc c'est un forum c'est un événement qui va se passer sur une journée de 8h30 à 19h et qui se veut le temps fort de rassemblement effectivement des écosystèmes entrepreneuriaux euro-africains pour la création de valeur effectivement en Afrique,
L'idée, c'est de valoriser à la fois les entrepreneurs issus de la diaspora, mais aussi les structures d'accompagnement et les investissements publics et privés, et de leur permettre de se rencontrer dans le cadre de cette grande réunion qui va accueillir, donc je vous le disais, 1500 à 2000 visiteurs, mais également un espace d'exposition avec près de 100 exposants, notamment avec des pavillons pays, des pavillons investissement, des pavillons formation. Nous aurons aussi tout au long de la journée des plénières, des ateliers thématiques, des ateliers pays, des sessions de networking qui permettront de faire des échanges de cartes de visite et puis d'autres animations comme un arbre à palabres sur lesquels les lauréats pourront pitcher et peuvent d'ailleurs, enfin les entrepreneurs pourront pitcher et ainsi que les lauréats du programme Meet Africa d'ailleurs. Et je vous invite à aller vous inscrire à ce forum si ça n'est pas déjà fait sur l'adresse qui apparaît en haut de votre écran, forum.hub-meetafrica.co, et pour les entrepreneurs à vous inscrire au pitch de l'arbre à palabres. Alors, à présent, je vous propose d'aborder le sujet qui nous réunit aujourd'hui, comment mobiliser les compétences et les financements des hauts talents de la diaspora. Et je vais commencer par vous présenter les 3 intervenants qui nous font l'honneur d'être présents et qui vont prendre la parole par ordre alphabétique. Donc, je démarre du coup par ordre alphabétique. Donc, Samir Bouzidi, qui est CEO et fondateur de la start-up Impact Diaspora, qui est à Dakar. Samir est également promoteur du Diaspora Africa Tour, qui est une tournée d'expertise solidaire qui se déroule dans 20 pays africains et qui a démarré en 2019 et qui continuera effectivement d'avancer et de se développer jusqu'à fin 2023. Nous avons également la présence de Naoufal Chama, qui est fondateur et président de Startup Maroc et qui dirige aussi les opérations de la filiale Digimind en Afrique et Moyen-Orient. Et nous avons l'honneur aussi d'accueillir Alioune Segassen, qui est associé fondateur de Sen et compagnie, une banque d'affaires, et qui est cofondateur de Bridging Angels et administrateur aussi d'IECA Holding. Donc, je vais leur donner la parole par ordre alphabétique. Nous allons démarrer avec Samir Bouzidi. L'idée aujourd'hui et tous ensemble, c'est de faire, peut-être avant d'aborder les solutions et les outils qui permettent de mobiliser effectivement les compétences et les financements de la diaspora, peut-être d'établir à tour de rôle un état des lieux, effectivement des dispositifs en place, d'aborder les points positifs et également les gaps à combler de ces états des lieux, au travers effectivement des témoignages de ces 3 intervenants, et de voir ensuite quelles peuvent être les solutions, les outils, les dispositifs existants qui peuvent permettre effectivement de combler ces lacunes, de répondre aux problématiques actuelles sur la mobilisation des diasporas, mais aussi de pouvoir aborder de nouvelles solutions à déployer. Donc Samir, je vous laisse la parole. À vous. D'accord, merci Virginie. Bonjour à tous les participants. Donc là, je vous parle non pas de Dakar aujourd'hui, je suis depuis quelques heures à Tunis, avec un peu plus chaud qu'à Paris dans tous les cas. Alors sur cette problématique-là, ce que je voudrais dire, c'est en préalable, c'est que on a du mal à qualifier la tendance pour des raisons à la fois de statistiques publiques. Malheureusement, dans la plupart des pays africains, qu'ils soient du Nord ou d'Afrique subsaharienne, les statistiques publiques ne permettent pas de traquer vraiment l'investisseur tunisien étranger ou sénégalais étranger, dans tous les cas l'investisseur de la diaspora. Donc on dispose, mis à part peut-être du Maroc, plutôt de données empiriques. Et qu'est-ce qu'elles indiquent, ces données empiriques? Elles indiquent qu'on n'est pas très bon. On n'est pas très bon au niveau de la mobilisation des investissements directs diaspora. En tout cas, on est nettement moins bon
sur l'Afrique anglophone pour des questions essentiellement d'écosystèmes. Hein. Sur l'anglophone, les écosystèmes sont beaucoup plus transnationaux. Alors, ensuite, encore une fois, il y a toutes les limites des données empiriques, mais globalement, ce qu'on voit, c'est que ça varie de quelques centaines de projets à quelques petits milliers de projets par an. Mais attention, des investissements très peu structurants. On est vraiment sur l'emploi familial, permettre à la famille d'acquérir une certaine autonomie, etc. Dans l'agriculture, etc. Je ne parle pas bien entendu de l'immobilier, qui est l'investissement non productif par défaut des diasporas. Donc, on est sur 80, je dirais entre 70 et 90% des flux qui sont des tout petits projets. Agriculture, etc., etc. Alors, ensuite, qu'est-ce qui permettrait aujourd'hui d'aller plus vite ou en tout cas d'aller dans des tendances un peu plus dynamiques? Alors, c'est assez compliqué de répondre à cette question. Ma conviction, pour moi qui travaille depuis 15 ans sur ces questions de mobilisation des diasporas africaines, c'est que c'est beaucoup plus des problèmes d'écosystème que de dispositifs. On est sur des écosystèmes en Afrique qui peuvent être compliqués. Alors, ils sont compliqués pour l'investisseur étranger de PME et TPE. Malheureusement, en Afrique, on a des dispositifs au niveau des IDE qui sont trop orientés, à mon goût, et mon sens, sur les investissements grands comptes. Or, l'investissement direct des diasporas, c'est beaucoup plus des TPE, des PME. Hein, on a une dizaine d'études pro bono sur le sujet, sur une dizaine de diasporas africaines, et toutes montrent qu'on est sur des tickets de moins de 50 000 euros. On vient avec son épargne, qu'on n'a pas les moyens de perdre. Que ce qui distingue encore une fois l'investisseur de la diaspora de l'investisseur étranger, c'est que l'investisseur de la diaspora lui-même est très, très rarement entrepreneur en France ou dans son pays d'accueil. Justement, il profite du retour au pays d'origine pour justement passer un gap. Et donc, tout ça, je dirais qu'il faut, à mon avis, l'adapter. Et tout ça, il faut… et là, j'arrive sur vraiment le gros maillon faible et une espèce de tropisme qui vient altérer un peu les démarches de mobilisation des investissements directs diaspora, c'est que ne pas croire que le maillon faible aujourd'hui dans la mobilisation des investissements diaspora est le financement. Alors bien sûr que c'est important le financement, mais comme je viens de le dire, ce qui caractérise, ce qui singularise l'investisseur de la diaspora, c'est qu'il est très peu entrepreneur dans son pays d'accueil. Alors, ça veut dire qu'il a besoin, dans la plupart des cas, on l'observe, hein, nous, c'est que de maturer un projet, de trouver tout simplement l'idée, parce qu'il connaît le pays d'origine selon un angle familial, émotionnel, gastronomique, ce que vous voulez, mais il ne le connaît pas sous l'angle des opportunités. Vous voyez ? Et malheureusement, nous, en Afrique, on a quelque chose qui nous manque beaucoup dans cette chaîne d'engagement, hein, c'est un maillon structurel qui pèse. Ce sont les médias économiques. Vous savez, quand on a des médias économiques qui sont bons, qui sont forts, et notamment les médias online, ça permet à une diaspora de quelques millions d'individus de maturer à distance des projets, de voir un peu effectivement sur les opportunités, etc., d'alimenter des réflexions. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, ce maillon, il manque. Donc, le maillon de « écoute, moi, je suis cadre, je suis, etc., à Paris ou en Allemagne, où vous voulez, qu'est-ce que je peux faire dans mon pays, qu'est-ce qui peut être intéressant, etc., et qu'est-ce qui est faisable aussi, hein, parce que il y a le poids quand même de l'opérationnel dans ces pays-là. Et donc là, à mon avis, c'est ce qui manque aujourd'hui. Alors, bien entendu, ensuite, les freins, vous les connaissez mieux que moi, hein. On a tout ce qui tourne autour des frameworks réglementaires, financiers, etc. Il y a même des problèmes aussi liés aux doubles nationalités. Je pense à nos amis camerounais qui, pour aller investir dans leur pays d'origine, ont besoin d'un visa. Donc, c'est quand même aberrant. Mais il faut remettre un peu de l'ordre là-dedans. Il y a des problèmes structurels, comme je viens de dire, hein. Trouver les ressources, la bureaucratie, la corruption, hein, ça c'est des choses qui sont soulignées, qui vraiment sont des barrages, hein, à l'entrepreneuriat de la diaspora. Il faut quand même se rappeler cette évidence, c'est que la diaspora, c'est des enfants du pays, donc ils connaissent le pays a priori mieux que les autres. Et puis aussi étrangement que ça puisse vous paraître,
il y a des freins qui peuvent être liés aux familles. Hein. Vous savez, les familles aujourd'hui, nos frères de la diaspora le savent. Hein. On investit dans notre pays d'origine, bah forcément, on peut être tapé par la famille qui va nous dire embauche ton frère, embauche ton cousin, etc. Et ça, les diasporas le savent trop bien. Donc, ce qui fait que c'est compliqué. Vous savez, c'est compliqué, surtout que on n'a pas beaucoup de stratégies structurées en face. Je parle des pays d'origine, mais aujourd'hui, les pays d'origine, elles n'ont pas vraiment de stratégie dédiée là-dessus, hein, au niveau de la diaspora. Il y a des déclarations de principe, il y a des coups tactiques, et puis il y a surtout une erreur qui est fréquemment commise, qui est de surestimer le patriotisme de la diaspora. Donc, on se contente souvent de lancer des appels, viens investir au pays d'origine, tu es ivoirien, tu es tunisien, c'est ton devoir, etc., etc. Et ça, c'est difficilement entendable par ce qu'on appelle dans notre jargon d'ethnomarketeur le segment des néo-diasporas et donc des néo-nationaux. Vous savez, une diaspora, ça ne veut rien dire, c'est 6 segments différents. En tout cas, nous, c'est ce qu'on apprend à nos clients dans notre approche ethno-marketing, c'est que le segment qui est fertile sur l'investissement productif dans les pays d'origine, c'est ce qu'on appelle les néo-nationaux. Donc, typiquement, ce sont les ex-étudiants il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui sont restés, qui se sont installés dans les pays d'accueil. Donc, ça donne des cadres aujourd'hui, ça donne des managers, ça donne des chefs d'entreprise. Et ce segment-là, c'est un segment qui n'a pas le même logiciel que les autres, que les premières générations plutôt ouvrières, etc. C'est un segment qui est plus qualifié. Donc, il a le défaut de ses qualités, hein, plus qualifié, qui va investir au pays que s'il a les garanties nécessaires, que s'il y a un retour, s'il y a un bénéfice, tangible, etc., etc. Alors, bien entendu qu'il y a de l'émotionnel, hein, ça reste quand même d'ailleurs, tiens, moi, si je peux avoir de l'impact, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Et ça, je crois que c'est insuffisamment compris par les pays d'origine qui comme j'ai dit tout à l'heure, soit ils ont une approche IDE, promotion des IDE, qui va être beaucoup trop grand compte, et dans lequel les diasporas ne vont pas se reconnaître. Et puis, au niveau des diasporas, vont plutôt se contenter soit de passer par des associations, des consulats, et de faire dire ou de faire penser, écoute, viens investir dans ton pays, et en pensant que ça marche. Alors aujourd'hui, honnêtement, même comme je l'ai dit, je vais m'arrêter là, même si on n'a pas beaucoup de chiffres, on n'est pas très beau, hein. Moi, je le vois sur le terrain. Vous savez, moi, je fais 12 pays par an. On va regarder, on passe dans les bureaux des agences de promotion d'investissement, on regarde un peu les guichets uniques. Il n'y a pas beaucoup de flux. Il n'y a pas beaucoup de flux. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Il n'y a pas beaucoup de flux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui investissent sur des investissements structurants. Structurants dans les techs, dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, dans l'énergie, dans la santé, etc. Il y en a malheureusement trop peu. Voilà. Et donc, Samir, effectivement, j'entends bien le maillon faible, enfin les maillons faibles, effectivement, que vous évoquez, notamment l'importance de développer la connaissance et les données, effectivement, concernant les diasporas, d'envisager peut-être une segmentation. Quelles solutions vous proposez au niveau effectivement du renforcement des dispositifs ou de la mise à disposition du développement de médias pour qu'il y ait effectivement un dispositif plus adapté aux investissements de la part de la diaspora? Alors, ce n'est pas une recette de cuisine, encore une fois. Vous savez, les diasporas, c'est des communautés de sceptiques. Hein, donc il faut le temps de créer de la confiance. Et puis il y a autant de vérités que de pays d'origine différents. Hein. Vous savez, c'est moins compliqué de drainer de l'investissement en ce moment sur la Côte d'Ivoire que le Cameroun ou le Togo pour des raisons que vous imaginez assez facilement, politiques. Donc je dirais qu'aujourd'hui, tout ce qui va permettre à une diaspora, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'identifier des opportunités, donc des médias digitaux, des programmes qui vont permettre un peu ce qu'on fait sur les startups. Mais il ne faut pas le faire uniquement sur les startups, il faut le faire également sur l'agroalimentaire. Vous savez, la diaspora, moi je le vois sur toutes les études, le premier secteur dans lequel ils veulent investir dans le pays d'origine, c'est souvent l'agro, bien avant les techs d'ailleurs. Voyez, donc ça, tout ce qui va permettre ces programmes relationnels via digital, via accompagner les médias dans les pays d'origine pour mieux communiquer ces opportunités de la diaspora, on prend. Tout ce qui va permettre
de désintermédier ce barrage des administrations qui est quand même, comme je l'ai dit, qui a quand même un poids vis-à-vis de l'enthousiasme des diasporas, tout ce qui va permettre de créer des services, de faire des formalités à distance via les consulats, via digital. C'est une bonne chose. Tout ce qui va permettre sur le modèle un peu de ce qui se fait aujourd'hui sur l'écosystème tech, incubateurs, etc., qui va permettre justement de coacher, de les aider à recruter dans le pays d'origine, d'avoir du réseau, parce que ça aussi, c'est vraiment un problème. Vous savez, ce qui distingue ces néo-diasporas par rapport à nos aînés, c'est qu'elles ne veulent plus bosser, elles ne veulent plus se reposer sur les familles. Vous voyez, c'est très important. Elles ne veulent plus reposer sur la famille. On a affaire à des gens aujourd'hui qui ont 35-40 ans, qui sont très qualifiés, qui veulent des solutions professionnelles, et puis ils veulent également isoler leur investissement par rapport aux familles. Vous voyez, donc là, tout ce qui va permettre justement tout cela, on prend. C'est une bonne chose. Mais encore une fois, on est parti pour je dirais même un nouveau round. Hein. C'est pas quelque chose, vous savez, dans la diaspora, on sème aujourd'hui, on récolte dans 4-5 ans, au bas mot. Vous voyez, donc voilà. Donc c'est juste ce que je voulais dire en disant que c'est un marathon, et marathon à la fois course d'obstacles. Voilà. Merci Samir. Donc renforcer les écosystèmes en Afrique. Développer la connaissance effectivement des diasporas de la part des pays d'origine, renforcer aussi la visibilité des opportunités dans le cadre de médias, diffuser davantage d'informations pour les hauts talents des diasporas de manière à envisager de les mobiliser davantage et répondre aux enjeux, combler les gaps aujourd'hui. Voilà ce que vous proposez. Naoufal Chama, est-ce que de votre côté, vous pouvez nous faire part aussi du constat, de votre témoignage quant à l'état des lieux et de la mobilisation des investissements issus de la diaspora et nous proposer vos solutions pour développer de nouvelles opportunités et les accompagner effectivement davantage. Parfait, Virginie. Merci d'abord pour l'invitation. Alors, peut-être, je vais commencer par apporter des chiffres et des précisions pour que la réflexion soit plus proche de la réalité. Il faut savoir que sur l'ensemble des transferts de la diaspora, il y a à peu près 14% qui partent dans l'investissement. 14%, ça reste quelque chose d'assez important. Mais quand on y voit de plus près, en fait, il y a une étude de l'HCP qui date de 2018-2019 où on regarde les pourcentages de répartition en fait, de ces 14%. Donc, on voit que le commerce et l'agriculture sont respectivement à 25 et 17%. Et après, l'industrie à moins de 2,5%. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des investissements non structurants. Et encore, ce n'était pas couvert par l'étude de la HCP, mais tout ce qui est innovation, start-up, etc., je crois que c'est encore insignifiant par rapport à ces chiffres-là. Donc, quelque part, l'investissement de la diaspora, certes, il est important, mais malheureusement, il va partir sur des secteurs non structurants pour le Maroc. Maintenant, en termes de financement, il faut voir qu'à peu près, selon une étude de l'IRD, 42% des diasporas cherchent un crédit bancaire en fait, pour leur projet au Maroc. C'est-à-dire qu'à peu près la moitié, ils viennent avec leur argent en autofinancement et ils complètent avec des crédits bancaires. Ce qui me ramène quelque part sur un autre point qui est souvent évoqué, qui a été étudié à maintes reprises, sont les contraintes en fait par rapport au pays d'origine. De mémoire, il y avait une étude de l'AFT de 2013 avec, je crois, ils ont fait une interview de 1000 migrants marocains qui investissaient au Maroc et ils sortaient la corruption
il sortait alors, lenteur des procédures administratives, corruption, manque d'efficacité du système judiciaire, manque de ressources financières, centralisation de services sur l'axe Rabat-Casa, difficulté de trouver le marché, etc. Mine de rien, il y a, en discutant aussi avec des diasporas maintenant, ils viennent toujours avec cette perspective, mais quand on est sur le terrain, alors juste à titre d'exemple, je suis installé au Maroc depuis 2006 et on travaille avec les administrations, avec les groupes, etc. Et je n'ai jamais été victime d'un cas de corruption. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a un imaginaire collectif qui alimente en fait une idée sur la corruption, etc., etc. Mais la réalité, elle est très loin de cet imaginaire. L'autre contrainte qui me paraît aussi importante, c'est quand on a en face des gens de la diaspora qui veulent investir, ben, ils restent dans l'idée d'investissement pendant des années, mais ils ne passent pas à l'action. Donc, ils ne reviennent pas au Maroc, effectivement. Ils sont entre les deux pays, ils passent quelques semaines au Maroc ou plus. Et au final, on dit, ben, on n'arrive pas à lancer au Maroc, les administrations ne sont pas là, etc., etc. La réalité, c'est que aussi, il y a la décision d'investir n'est jamais prise réellement. Il y a une volonté qui va durer sur plusieurs années, mais l'action de dire je reviens au Maroc, j'ouvre, je fais quelque chose, n'est jamais effectivement prise et ça n'aide pas. Tout à l'heure, tu avais posé la question sur les mécanismes. Alors, pour la diaspora, il y a un mécanisme qui n'a jamais fonctionné, qui s'appelle MDM Invest, qui était dédié à la diaspora, mais la réalité, c'est qu'il n'a jamais effectivement fonctionné. Par contre, au Maroc, on a au bas mot une soixantaine de mécanismes de financement qui couvrent plusieurs sujets. On a des programmes d'appui à l'investissement à travers les conventions d'investissement, le régime conventionnel d'investissement, le fonds Hassan II, etc. On a les programmes intégrés d'appui à l'investissement avec Intelap, etc. On a les programmes d'appui à l'innovation qui sont principalement pilotés par la CCG et dans la nouvelle monture qui devrait sortir en janvier-février avec des grants de 700 000 à 1,4 million de dirhams. Donc, c'est des gros montants qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant. Après, il y a les programmes de garantie qui sont pilotés par la CCG aussi. Les programmes de financement, cofinancement, c'est tout ce qui est l'appui de Maroc PME pour les industries. Il y a les programmes au marché public avec FINEA et les programmes d'appui à la formation qui sont pilotés par l'ANAPEC et quelques produits aussi par Maroc PME, effectivement. Donc, on le constate. D'appui à l'export. Donc, il y a tellement de moyens de financement, d'appui, etc. Mais quand on revient à la pratique, il y a deux choses. La première, c'est que les diasporas ne prennent pas la décision de revenir effectivement au Maroc. Le deuxième point, c'est qu'ils ne connaissent pas ces mécanismes. La troisième chose, c'est que ces mécanismes sont pénibles pour les faire activer. Ça, c'est une réalité. La plupart des mécanismes sont pénibles. C'est des dossiers administratifs, etc. Mais ça existe. C'est ce que j'ai envie de dire. Donc, c'est important, effectivement, de veiller à développer des médias, comme l'évoquait aussi Samir, pour renforcer, effectivement, la visibilité des offres, des différents mécanismes en place, tout en facilitant, effectivement, l'accès au financement mis en place. Maintenant, ce que tu évoques, c'est quand même, ça reflète bien la prise en compte des enjeux des investissements de la part de la diaspora par les États, puisqu'effectivement, les écosystèmes se renforcent pour développer effectivement les opportunités d'investissement de la part de ces cibles. Maintenant, ce qu'il faut, c'est effectivement développer, renforcer la visibilité des offres, des structures accompagnantes et leur donner davantage de poids, notamment en ligne,
et digitaliser effectivement tous les mécanismes. Effectivement. Merci Naoufal. Ben, je propose à présent de donner la parole à Lioun. Lioun, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis bien là. Allô, Oui, bonjour. très bien. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous. Alors, je suis très content d'intervenir sur ce sujet parce que aujourd'hui, je suis convaincu, je pense comme vous, que les compétences et le financement sont une des clés de développement de l'écosystème entrepreneurial africain. Et donc, aujourd'hui, ces compétences et ce financement-là peut être disponible. Il s'agit d'une ressource qui est peut-être disponible, enfin, qui est disponible auprès des diasporas. Et je pense qu'il est important de réfléchir à comment réussir à mobiliser aussi bien ces compétences que ces financements. En ce qui concerne, dans un premier temps, peut-être un constat. Moi, mon constat, il va se baser vraiment sur mon expérience. Bon, sans vous raconter ma vie, je vais reprendre les termes de Samir. Moi, je suis un néo-diaspora. Après mes études, j'ai commencé à exercer mon métier en France, mais je travaillais exclusivement sur le marché français. Donc, mon activité, c'est du conseil. Donc, je dirige une banque d'affaires aujourd'hui et donc j'ai fait cette activité-là donc, depuis que j'ai fini mes études, c'est-à-dire accompagner des entrepreneurs, des entreprises dans leurs projets d'acquisition de cession et de recherche de financement. Je le faisais exclusivement sur le marché français pendant une période et à peu près une dizaine d'années, un peu plus, 11 ans à peu près, j'ai commencé à retravailler sur le continent africain et j'ai accompagné notamment des startups dans leurs projets de financement. Donc, le premier constat que j'ai fait quand j'ai recommencé à travailler sur le continent africain, c'était vraiment que aujourd'hui, on disposait de beaucoup d'investisseurs qui investissent dans ces segments des startups précisément, parce que c'est le segment que je connais, donc qui investissent dans ce segment-là. Mais tous ces investisseurs-là se positionnent à un stade de maturité plutôt tard, ce qu'on appelle le later stage dans la vie d'une jeune entreprise. Aujourd'hui, ces acteurs-là vont financer du seed, vont financer des séries A. Et donc, en fait, ça va nécessiter que l'entrepreneur ait déjà fait un certain travail avant de pouvoir recevoir ce type de financement-là. Et donc, le résultat est qu'en fait, il y avait très peu d'entreprises qui sont financées, alors qu'on a un écosystème avec beaucoup de startups. Et donc, en fait, une des raisons pour lesquelles, justement, il y avait pas d'entreprises pas suffisamment en tout cas d'entreprises qui répondaient à ces critères, c'est simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, ces entreprises, une jeune entreprise, elle doit tester des modèles, tester des idées de manière à pouvoir réussir à faire son proof of concept et ensuite réussir à obtenir son product market fit. Donc, toutes ces étapes-là, c'est des étapes où l'entrepreneur doit tester des choses, réfléchir, etc. Ça nécessite un financement. Et ça, c'est un financement qu'on constate, en tout cas, dans les écosystèmes d'Afrique de l'Ouest, principalement, que je connais bien, que c'est un financement qui existe très peu. Parallèlement à ça, il y a également la problématique de compétences. Aujourd'hui, quand je parle de compétences, mais c'est peut-être plutôt d'expérience. Et en fait, dans ces écosystèmes-là, on n'a pas forcément affaire à des entrepreneurs qui ont eu l'expérience de travailler dans une startup, qui ont eu l'expérience de créer un projet, de le développer, le revendre. Et donc ça, c'est également des choses que les entrepreneurs, les entrepreneurs n'en disposent pas. Et ça rend le développement de leur projet difficile.
Donc ça, c'est le constat. Aujourd'hui, je pense que les diasporas ont un rôle à jouer, aussi bien d'un point de vue du financement, mais également du point de vue de l'apport de compétences. Et par rapport à ce constat-là, la solution qu'on peut imaginer et qu'on voit déjà dans les écosystèmes, c'est les groupes de business angels. Donc aujourd'hui, un groupe de business angels qui investit dans des startups africaines va apporter d'une part le financement et également, en ce qui concerne les compétences, va pouvoir aider l'entreprise, guider l'entreprise dans son développement de manière à pouvoir franchir les différentes étapes jusqu'au moment où elle pourra atteindre le stade où elle peut prétendre aux différents financements qui existent. Donc aujourd'hui, ça c'est une expérience à laquelle j'ai participé. Parce que je suis un des cofondateurs d'un groupe qui s'appelle Bridging Angels, qui est un groupe de business angels qui investit dans les startups africaines. Ce groupe-là, même si aujourd'hui, malheureusement, mon activité m'empêche de pouvoir y participer de manière très régulière, l'initiative était vraiment de pouvoir proposer ces solutions-là et proposer des solutions financières et apporter ces compétences-là à ces startups. Et juste pour illustrer un petit peu, aujourd'hui, le groupe Bridging Angels a investi dans plus de 8 startups. Et à financer à plus de 300 000 euros dans des projets de start-up. Donc, juste pour vous montrer l'impact que ça peut avoir, ça c'est une initiative, il y en a d'autres. Mais aujourd'hui, par rapport à cette problématique-là de mobiliser les diasporas, les groupes de business angels peuvent être une très bonne solution. Et l'avantage du groupe de business angels, c'est que justement, on n'est pas seul. Aujourd'hui, comme Samir le disait, souvent il y a cette volonté de vouloir investir, mais on ne sait pas comment investir, on ne sait pas où investir, etc. etc. Aujourd'hui, le fait de rejoindre un groupe de business angels, ça permet de pouvoir travailler avec un groupe qui nous ressemble, c'est-à-dire souvent des cadres, des jeunes cadres d'origine africaine et qui souhaitent investir en Afrique. Et donc, en fait, par cette dynamique de groupe, on est en mesure de réaliser des choses et ces différents groupes peuvent avoir un impact, voilà, dans la mobilisation. C'est à mon avis un bon exemple de mobilisation aussi bien de compétences que de financement des diasporas. Mais ça permet effectivement le partage d'expériences et surtout sur des données très concrètes qui concernent le marché local et donc d'amener effectivement voilà, les fameuses informations manquantes qu'on ne trouve pas forcément quand on est encore dans son pays résident. Et donc ce partage d'expérience est effectivement très riche. Alvin, vous évoquez surtout les opportunités de la part des diasporas à amener des financements et aussi des compétences dans leur pays d'origine. Concernant les financements, nous avions eu l'occasion d'échanger sur le fait qu'il y avait essentiellement des gros tickets et qu'il fallait aussi envisager peut-être des financements intermédiaires. Est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus avant qu'on passe à la discussion et aux questions surtout, pardon. Bien sûr, juste pour illustrer un petit peu cette problématique de financement. Aujourd'hui, les financements qui existent, aujourd'hui, en fait, il y a donc les financements, les tailles de tickets sont adaptées aux différents stades de maturité. Aujourd'hui, au-delà de 5 millions d'euros de tickets d'investissement, on a beaucoup d'acteurs. En dessous, on a très peu d'acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour mobiliser entre 500 000 et 3 millions, 5 millions d'euros, on a très, très, très peu d'acteurs. En dessous de 300 000 euros, on n'a aucune structure, formalisée. Et le besoin des startups, généralement, va se situer entre 20 et 200 000 euros.
Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce montant-là, il va servir à quoi? Il va servir à ce que, dans un premier temps, que l'entrepreneur puisse se concentrer sur son travail et ne pas chercher à gagner sa vie d'une autre manière parce que justement, sa startup ne génère pas de revenus dans un premier temps. Ça lui permet de pouvoir tester différentes idées, tester différentes choses, de manière à pouvoir voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, et ensuite se concentrer sur ce qui marche. Et en fait, généralement, on n'a pas besoin de très gros montants à ce stade-là parce qu'on est encore en train de tester des choses. Mais aujourd'hui, si on veut un montant de moins de 300 000 euros aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas d'acteur. Et donc, il y a c'est le vrai maillon manquant de la chaîne de financement parce que sans cette étape-là, on n'arrive pas à aller à l'étape suivante. Et donc, aujourd'hui, ça crée des difficultés dans l'écosystème startup africain. Très bien. Merci beaucoup à tous, Samir, Naoufal, Alioune. Ce que je propose à présent, si parmi nos participants, il y a des questions que vous souhaitez poser aux différents intervenants, voilà, n'hésitez pas effectivement à prendre la parole ou à les soumettre dans le chat de manière à ce qu'ils puissent y répondre. Si vous-même, vous avez d'ailleurs des solutions, des outils, des dispositifs que vous souhaitez partager, qui répondent effectivement à ces questions de renforcement de mobilisation de compétences et de financement de la part de la diaspora, je vous laisse à vous la parole et n'hésitez pas effectivement à intervenir. Nous avons un public très, très, très calme et sage. Est-ce que parmi vous, il y a certains organismes qui souhaiteraient évoquer peut-être leurs offres et parler de leurs solutions? Ah, très bien. Nous avons Stéphane Lé. Je vous laisse la parole, Stéphane, je vous en prie. Alors, merci à vous. J'ai écouté les intervenants, je leur dis grand merci. Comme solution, je propose, et c'est là que moi-même j'interviens, l'intermédiation. La structure d'intermédiation, je pense qu'elle pourrait jouer le rôle de jonction entre la diaspora et les différents pays pour présenter les différentes opportunités, puisqu'elles sont sur le terrain. Et si elles ont la parfaite maîtrise du terrain, donc elles connaissent également les rouages de l'administration, les différentes opportunités qui pourraient se présenter. Donc, elles pourraient jouer le rôle de jonction entre la diaspora et les différents pays. Donc, moi, j'interviens dans ce sens-là et je pense que cela pourrait vraiment aider. Oui, l'intermédiation est importante. Effectivement, c'est ce qu'évoquaient nos différents interlocuteurs, en particulier Samir et Alioune, sur la nécessité de développer des services qui permettent de lever les blocages, notamment du point de vue administratif ou juridique, et pour faciliter effectivement la création d'entreprise et les démarches d'un point de vue général, effectivement, de l'entrepreneur. Moi, je voudrais juste rajouter un point sur Bien sûr. sur ce sujet-là. On a dans les pays d'accueil des administrations, je parle des consulats, qui pourraient nettement mieux jouer leur rôle pour peu qu'effectivement elles changent un peu de mindset et puis qu'on les forme à l'accompagnement, à l'accompagnement économique. Il y a souvent des attachés sociaux, il y a très peu d'attachés économiques, ou dans tous les cas, c'est une fonction qui est sous-structurée. Et je crois qu'on pourrait s'inspirer de ce que fait un pays comme le Canada, par exemple, qui permet à ses ressortissants d'aller jusqu'à faire de la création d'entreprises, de la construction de sociétés à partir des consulats. Pourquoi les consulats? Parce que voilà, aujourd'hui, les enjeux ont changé pour l'Afrique. On n'est plus sur de la chancellerie, sur des questions de chancellerie uniquement. Il y a des questions de développement économique qui s'imposent. Et puis, jusqu'à preuve du contraire, ça reste quand même des administrations de proximité
qui pour certaines connaissent bien leur communauté, pour d'autres, il y a une défiance, hein, sur rien, c'est souvent le problème. Justement, ça permettrait, ces nouvelles fonctions économiques, ça permettrait de se rapprocher de leur communauté. Voyez, et là, on pourrait, ce que fait le Cameroun, par exemple, parce que j'ai vu qu'il y avait Alain Koum qui pourrait peut-être nous en parler. Mais par exemple, le Cameroun, l'ambassade du Cameroun en France a mis en place un espèce de guichet unique avec une dame qui est, désolé, j'ai oublié son nom, mais qui est très efficace, qui permet de collecter déjà, de répondre aux premiers besoins des futurs entrepreneurs. Alors effectivement, après, il faut que tout reste suive, hein, qu'il y ait toute la chaîne derrière. Mais je crois qu'aujourd'hui, ces administrations doivent évoluer. C'est une forme d'intermédiation, hein, vous savez, c'est là, hein, on est là. Les diasporas sont en demande de tiers de confiance. C'est très important. Hein, ne perdez pas de vue que ces diasporas, pour 40 à 50% d'entre elles, sont nées à l'étranger. Voyez, sans compter ceux qui sont nés dans les pays d'origine, mais voilà, qui se sont, pour des questions évidentes, ne connaissent plus, ne sont plus autant imprégnés. Voilà, c'est juste pour la parenthèse. Qui ont une véritable double culture, effectivement, à prendre en compte, tout à fait. J'ai une question d'Ikram Makni. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Qui nous demande s'il existe une plateforme qui annonce et valorise les projets portés par la diaspora qui recherche des partenaires. Est-ce que dans le cadre des différents pays, vous avez connaissance de ce type effectivement de plateforme qui valorise effectivement les projets de la diaspora? Au Maroc, c'est non, tout simplement. Cette plateforme n'existe pas. C'est une approche qui est très anglo-saxonne. Mm-hmm. Elle a été très développée sur l'Écosse, la puissante diaspora écossaise et surtout irlandaise, et sur les Mexicains, Colombiens. Donc, ça marche plutôt bien sur les anglo-saxons, bon, notre culture. Hein, et c'est des approches qui permettent de matcher, par exemple, les porteurs de projets de la diaspora avec soit des business angels dans les pays d'origine, soit des ressources, administration, etc., etc. Et ça marche plutôt bien. D'ailleurs, l'Irlande est un cas d'espèce, même si ça me paraît assez compliqué de transposer le modèle irlandais ou anglo-saxon aux écosystèmes africains, mais on peut au moins s'en inspirer. Oui, mais ça existe, hein, ça existe depuis déjà une bonne dizaine d'années. Et c'est même les Sud-Américains qui ont commencé, Mexicains et Colombiens, qui dans les années début 2000, qui ont commencé vraiment à lancer ces plateformes-là qui, à l'époque, n'étaient pas focalisées sur l'investissement. C'était beaucoup plus les diasporas scientifiques autour de projets de recherche, voyez, et de mobilisation de compétences, parce que c'est un sujet très important, comme a souligné Alioune tout à l'heure. Une diaspora, c'est bien investir, mais moi, je préfère le s'investir personnellement. Voyez, je préfère le s'investir, parce que quand on dit investir à une diaspora, on ne parle qu'à 1% de la cible, même si 50%, 70%, c'est un idéal pour elle. Mais dans la réalité, 1% ça va réellement investir. Alors que sur le s'investir, on parle à tout le monde. Et 50-70% finiront par s'investir pour le pays d'origine. Vous voyez. Donc là, encore une fois, il faut qu'on change aussi, nous, dans nos pays d'accueil, qu'on change un peu la dialectique et le tropisme. Parlons de s'investir. Voyez, surtout que nos pays en Afrique ont un problème, j'ai commencé à le pointer tout à l'heure, on a un problème de marketing territorial, d'image, qui est quand même assez fondamental. Voilà. Bien sûr. Alors moi, ça m'évoque aussi les plateformes de crowdfunding où, après, typiquement, il existe à l'inverse, tel que le Hub, Meet Africa, des plateformes qui valorisent les organismes présents effectivement dans les pays et les offres et permettent aux entrepreneurs, quand même, via des accès sécurisés, de se connecter, d'échanger leur partage d'expérience. Donc, et je sais que de plus en plus de plateformes sont déployées également à titre local pour pouvoir justement combler le fameux gap d'information qu'on évoquait au début de la session et renforcer l'accès à l'information de la part effectivement des diasporas et des entrepreneurs issus de la diaspora. Alors, j'ai une autre remarque de la part
Derman Tiendrebeo, voilà, qui nous demande, donc lui est entrepreneur de la diaspora et il a des demandes de financement, il évoque le fait que pour les demandes de financement inférieures à 300 000 euros, vous évoquiez qu'il n'y avait pas de cadre. Il dit, par contre, dans mon cas, la mobilisation de ce type de financement me permettrait de lancer de nouveaux produits. Comment faire pour se faire accompagner effectivement sur ce type de ticket? C'est peut-être une question pour Naoufal Alors, ou Alioun. ce type de financement, ce type de ticket, alors tout d'abord, il faut positionner le pays où l'entreprise est installée, parce qu'en fait, ça diffère d'un pays à un autre. Par exemple, le cas du Maroc, on a des tickets de financement jusqu'à 1 million de dirhams sans problème. Et on peut financer à partir de 5 millions de dirhams jusqu'à 15 millions de dirhams sans aucun problème. Il y a un gap dans la tranche de 3 millions de dirhams. De 3 millions de dirhams, c'est de 100 à 300 000 euros. Donc ça, c'est un gap. Et on n'a pratiquement pas d'offres. Et maintenant, quand je dis pas d'offres, je dis pas d'offres par rapport aux investisseurs, aux structures de financement et qui sont présents sur le territoire marocain. Maintenant, il faut préciser le pays où la structure est basée d'abord et voir est-ce qu'il y a, par exemple, des fonds internationaux, soit du Moyen-Orient, soit en Europe, soit américains, qui couvrent ce pays-là et cette industrie-là pour combler ces éléments-là. Le truc, c'est que s'il n'y a pas l'offre, c'est qu'il n'y a pas l'offre locale. Et donc, il évoque le Burkina Faso, en l'occurrence, Naoufal. Au Burkina Faso, il faut voir est-ce qu'il y a des fonds régionaux ou internationaux qui visent le Burkina Faso. Le Maroc, par exemple, n'est pas ciblé par beaucoup de fonds à l'international. Ce n'est pas un pays de prédilection des fonds. Donc, accidentellement, on a des levées de fonds, mais ce n'est pas structuré. Merci beaucoup. Alioun, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Excusez-moi, oui, en effet, pour compléter les propos de Naoufal, aujourd'hui, pour financer un projet inférieur à 300 000 euros, s'il s'agit d'un projet qui démarre de zéro, il faut être conscient que, en fait, on va avoir du mal à mobiliser des structures de type Business Angel, etc. Parce qu'en fait, le Business Angel, il fait un investissement, il met également son argent avec. Aujourd'hui, il aura besoin que l'entrepreneur lui montre qu'il a avancé un tout petit peu par lui-même avant de vouloir investir. Donc, pour un entrepreneur qui démarre un projet, généralement, on finance soi-même son projet, on lève de l'argent auprès de ses proches, des friends and family qui permettent de pouvoir démarrer le projet. Et après, souvent, on bénéficie comme Naoufal parlait des institutions internationales, des choses comme ça, mais plus de subventions que de financement. Et c'est ça qui permet de démarrer l'activité. Et une fois qu'on est en train de montrer des résultats, on peut avoir accès à des business angels. Aujourd'hui, en ce qui concerne le Burkina, je ne connais pas de réseau de business angels, mais il doit y en exister ou il y en a qui sont en création. Mais ces acteurs-là, il faut aller les contacter une fois qu'on a commencé, démarrer déjà son projet. C'est très difficile de mobiliser de l'argent, une somme de ce type-là, sans avoir déjà démarré le projet. Donc voilà, c'est ça que je pourrais apporter en supplément de l'explication de Naoufal. Merci Alioun. Alors j'ai encore 2 mains levées, j'espère qu'on va réussir à y répondre. Donc j'ai Koné, vous souhaitiez prendre la parole de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez couper votre micro pour poser votre question? Bonjour à tous, désolé de prendre un peu en retard. Nous, c'est la Direction générale de la diaspora, précisément la direction de la mobilisation des compétences et des ressources de la diaspora ivoirienne. Nous, à notre niveau, ce qu'on a essayé de développer depuis 1 an qu'on est là,
En réalité, on est là depuis 2016, mais sous une nouvelle forme maintenant. On a mis en place une plateforme pour mettre en relation les compétences de notre diaspora et les entreprises qui demandent certaines compétences bien pointues ici. Donc, on a eu à faire le tour de différentes entreprises comme la Compagnie ivoirienne d'électricité, Côte d'Ivoire Énergie, qui produit l'électricité pour les différentes structures de l'État, et aussi la GES, aussi la société d'État qui gère le gaz et le pétrole de Côte d'Ivoire, pour prendre un peu les demandes en ce qui concerne certaines compétences qu'ils n'arrivent pas à retrouver ici. Donc, on a Est-ce que créé vous pouvez partager le lien dans le fil de discussion? Oui, le lien, tout à l'heure, je vais le faire, c'est compétences-diaspo.diplomatie.gouv.ci. Il faut dire que notre direction appartient au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Donc, à ce niveau, on a mis en place cette plateforme qui démarre tout doucement et on a eu recours à nos représentations diplomatiques à travers le monde, 156 au total, et les différents consulats pour nous envoyer une base de données, faire la promotion de cet outil et on envisage pour l'année qui va démarrer l'année prochaine, faire des activités dans certains pays. On commence très bientôt les webinaires aussi avec les différentes fédérations de notre diaspora, les fédérations de regroupement professionnel. Maintenant, deuxième pan de notre direction de la mobilisation des compétences et des ressources de la diaspora, on travaille à créer un cadre propice à mobiliser les ressources de notre diaspora avec les différentes structures d'État. Chaque structure d'État offre des facilités, par exemple le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire. Il y a un accompagnement spécifique dédié aux Ivoiriens de la diaspora qui veulent investir. C'est vrai, j'ai aimé M. Sami Bouzidi tout à l'heure quand il disait que c'est vrai, quand on veut, pour les investissements, c'est 1%. C'est vrai, c'est très faible, les investisseurs de ce niveau, au niveau de la diaspora. Pour les compétences, on arrive plus facilement à les mobiliser puisque les différentes compagnies recrutent des compétences qu'ils n'arrivent pas à avoir ici sur le marché local. Mais pour les investissements, c'est tout autre, c'est un peu plus compliqué. On essaie de mettre un système en place avec les différentes banques et les sociétés de garantie d'État pour accompagner les PME qui se créent. C'est vrai, M. Alioune a dit tout à l'heure, c'est vrai, quand on ne démarre pas, c'est difficile d'être accompagné. C'est tout à fait vrai. Mais on essaie de voir aussi comment l'accompagnement peut se faire de l'idée de projet à la réalité avec des structures d'État comme Côte d'Ivoire PME qui essaient d'accompagner les investisseurs de notre diaspora. Ce qui nous bloque un peu, c'est le problème de communication parce que pour avoir accès à la diaspora, souvent c'est un peu plus compliqué. On a les groupements avec lesquels on travaille, mais pour pouvoir les mobiliser, tant qu'on ne va pas vers eux, souvent c'est difficile. Donc pour la nouvelle année qui vient, on est là sous cette forme, je l'ai dit, ça fait 10 mois. Voilà, donc pour la nouvelle année qui vient, on a tout un programme pour aller vers notre diaspora. Eh bien, nous vous souhaitons beaucoup de succès et bravo pour cette belle initiative. Alors, je vais prendre deux dernières questions. J'ai deux mains levées encore. La parole d'abord à Eriomi, qui est patiente depuis plusieurs minutes. Je vous en prie, si vous... Voilà. Merci. Oui, je vous laisse enlever de nouveau votre micro. Votre micro est coupé actuellement. Ok, d'accord. Super. Très bien. Merci pour toutes ces informations. Moi, je suis en train de développer justement une offre d'intermédiation entre des personnes qui sont installées en France et qui souhaitent investir en Afrique, un peu à la crowdfunding. Mais moi, j'observe que la diaspora, en fait, c'est multi-forme, dans le sens où moi, par exemple, je suis d'origine béninoise, je n'ai pas vécu au Bénin, je connais le Bénin parce que j'y vais régulièrement. Et du coup, moi, je la qualifie de deuxième génération, et puis après, il y a la troisième génération, quatrième génération. Et j'ai l'impression que de plus en plus, on est dans une logique plutôt panafricaniste, plutôt que pays par pays, parce que il suffit qu'on soit potentiellement, je ne sais pas, marié avec quelqu'un qui n'est pas de son propre pays d'origine pour justement penser à investir dans le pays de son conjoint.
Et je voulais avoir votre retour en tant qu'expert sur justement qu'est-ce que vous voyez qui diffère dans l'ambition d'investissement de la première génération versus la deuxième ou la troisième. C'est un vaste sujet, Ryomi. C'est un vaste sujet. On pourrait en discuter de nouveau 1 heure. Minimum, peut-être quelques vraiment en quelques mots, effectivement, de la part de nos interlocuteurs. Mais bien sûr qu'un entrepreneur de la diaspora marocaine peut avoir envie d'entreprendre dans son pays d'origine, mais aussi d'investir au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en fonction des opportunités d'affaires. Et que oui, j'imagine les diasporas des générations précédentes ont des ambitions bien différentes de celles d'aujourd'hui et de celles de demain. Juste pour ce que je voudrais ajouter pour ne pas frustrer notre interlocutrice, oui. On intervient très souvent sur ces questions-là auprès des gouvernements. D'ailleurs, on a travaillé pour la Direction générale des Ivoiriens de l'étranger. La première des choses qu'on regarde, la question est très pertinente. La première des choses qu'on regarde, c'est le lien. On essaie d'auditer le lien. Et comment on audite le lien d'une diaspora? Parce qu'il ne faut pas rêver. Quelqu'un qui va investir dans un pays, s'il n'a pas s'il n'y vient pas en touriste ou etc., ce n'est même pas la peine d'y penser. Donc, il y a des corrélations, des algorithmes qu'on a mis en place de corrélation pour analyser justement le lien. Donc, un bon client sur de l'investissement ou de l'immobilier, etc., c'est quelqu'un qui va revenir 2 fois ou plus. Vous voyez, par exemple. Hein. Donc ça, il y a des modèles. Donc nous, par exemple, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde, par exemple, quels sont les profils de ceux qui rentrent le plus souvent au pays d'origine, quels sont les taux de pénétration des médias online des pays d'origine. Justement, on regarde un peu si la diaspora est plus ou moins liée ou pas avec le pays d'origine. Donc, il y a un certain nombre de choses qui nous permettent de plus le lien il est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il va au-delà de l'ancrage familial, et plus c'est fertile pour l'investissement. Donc là, c'est un premier point. Donc, nous, on travaille là-dessus. En tout cas, c'est notre approche au niveau de l'impact diaspora. Ensuite, effectivement, vous avez raison, c'est extrêmement compliqué. Vous savez, pour ne parler de la France, il y a 45 pays qui sont représentés, 45 pays africains qui sont représentés. Ça représente à peu près 800 sous-segments, la diaspora. 800 sous-segments. Si on rajoute les critères ancienneté migratoire, génération, le profil CSP, l'ethnie, etc., etc. Donc, on est sur une mosaïque extrêmement compliquée, surtout qu'effectivement, il y a des mariages. Il y a de plus en plus de mariages. Les Maliens se marient de plus en plus avec les Sénégalais, par exemple, etc., etc. Et donc, c'est très, très compliqué. Tout ça pour dire, je vais en finir sur ce point-là, la chose la plus complexe dans notre job, et c'est le premier conseil qu'on donne à nos clients, c'est de trouver le bon ancrage. Il faut trouver le bon ancrage. Quand vous démarrez un business sur la diaspora, il faut tester comme à la pêche. Vous mettez plusieurs cannes à pêche, c'est ce qu'on fait nous. Et là où ça mord, vous déplacez les lignes, vous voyez. Donc, il faut trouver le bon ancrage. Vous avez certainement un bon ancrage à un moment donné. Ça peut être, il faut faire des tests. Et là, ensuite, effectivement, vous fertilisez ce segment-là avant de s'adresser à tout le monde. À mon avis, la connerie à ne jamais faire sur cette approche-là, sur ce marché-là, c'est de dire on cible tout le monde. Ça, c'est ce que beaucoup font. Hein. C'est ce que beaucoup font. Nous, on reçoit 2-3 briefs par jour. Ah, mais nous, on voudrait tous les Africains subsahariens, on ne sait pas vraiment, Ivoiriens, Maliens. Oui, mettez-nous un peu de Béninois et de Togolais aussi. Ah, les Camerounais peuvent être intéressants, les Congolais aussi. Vous voyez? Donc ça, c'est la dernière des conneries à ne pas faire. Déjà, nous, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Donc, on se contente de leur dire, moi, aujourd'hui, le pays qui me paraît très prometteur au niveau de l'investissement de la diaspora, par exemple, c'est typiquement la Côte d'Ivoire. Même si ça démarre lentement, mais il n'y a pas eu encore de stratégie publique. Pourquoi? Parce que c'est un pays il y a une forte attractivité économique, donc le marketing territorial il est plutôt bon, il y a des signes plutôt positifs, il y a une stabilité politique, on espère qu'elle va durer, et il n'y a pas de raison qu'elle ne dure pas. Et puis, surtout, il y a un profilage de la diaspora en face, qui est un profil qu'on appelle, nous, dans le jargon ethnomarketeur, transitoire. C'est des gens qui sont partis à l'étranger, qui ont fui les événements, avec l'idée de revenir. Vous voyez? Et là, aujourd'hui, moi, je le vois sur les Ivoiriens, beaucoup, d'ailleurs, on vient de terminer une étude, on est à 40% des Ivoiriens qui nous disent à 5-6 ans, on voudrait rentrer au pays d'origine. On n'a jamais eu des scores aussi élevés sur les Maliens, sur les Sénégalais, sur les Marocains, etc. etc. Voilà. Mais la question est très pertinente et je suis à votre disposition
pour approfondir hors webinaire. Naoufal, tu voulais dire un mot? Ton micro. En fait, en 30 secondes, si on revient quelques années en arrière, plutôt quelques décennies en arrière, on donnait beaucoup de poids à l'origine des personnes. C'est-à-dire, bon, il va investir parce qu'il est marocain, il va investir au Maroc. Parce qu'il a originaire quelque part, il va investir quelque part. Ça, c'est vrai. Et alors, je n'ai pas d'études en main, mais c'est un sentiment et un vécu que je ressens. Plus on est dans des investissements, restauration, commerce, des choses de proximité, agriculture, etc., c'est quelque chose qui pourrait être vrai. Mais plus on est dans l'industrie des trucs high-tech, ces gens-là ne vont pas investir. Plus le montant d'investissement est important, plus le pays d'origine prend moins de poids. C'est quelque chose qu'on réfléchit, par exemple, pour ouvrir un business dans le pays d'origine. C'est quelque chose qui vient à l'esprit. Je veux ouvrir une usine, je vais réfléchir au pays d'origine, mais quand je lance les études et je suis sérieux dans la démarche, etc., c'est la rentabilité qui va primer à un certain moment. Donc, il y a un poids sur le pays d'origine, mais plus les projets deviennent grands et importants, moins ce poids a de l'importance. Merci Naoufal. Alors, nous allons prendre la dernière, effectivement, question. Alors, attendez, c'est là. Ah, est-ce que je l'ai perdu? Attendez. Hop. Thank you. Voilà, pardon, oui, tout à fait. Cindy Choi, c'est comme ça que je présente correctement. Vous êtes, Thank you. je vous laisse. No, that's fine. Yeah. C'est bien, c'est bien. C'est bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les excellentes présentations. Je m'appelle Cindy Shanzam, je suis le président global pour une organisation qui est basée en Afrique du Sud et qui travaille avec l'Europe et au niveau global et au niveau continental également pour le leadership et l'empowerment. Ce que je voulais souligner dans le travail que mes collègues ont fait, si vous regardez au continent africain, nous avons une population vieillissante, mais nous avons 67% de jeunes dans le pays qui devraient être les leaders futurs de notre pays. Dans le travail que vous faites, avez-vous une stratégie en termes de jeunesse et de compétences? Parce que ces jeunes sont les personnes auxquelles il faut donner des compétences pour le futur. Et si vous pouvez nous donner un conseil, parce que ça, c'est le passage suivant et il faut se concentrer sur l'upskilling, sur la création de capacités pour le futur. Merci. Would you like to answer? But in a few words, please. Si vous voulez donner une réponse, mais en quelques mots seulement. À Lyon, peut-être. I can, share. Peut-être que je peux partager, je dirais, mon expérience sur cela en termes de éducation, formation et upskilling et création de compétences. Ce que nous avons remarqué, c'est que la meilleure manière de créer des compétences dans un groupe, c'est de travailler avec quelqu'un qui a de l'expérience et qui a fait cela par le passé. Je le dis dans le secteur des startups. Je le dis pour le secteur des startups, le fait d'avoir quelqu'un qui a déjà, non pas nécessairement en Afrique, mais quelqu'un qui a déjà créé une startup, qui l'a organisée, qui l'a fait grandir et qui l'a ensuite vendue,
peut être un menteur excellent pour personnes qui sont dans cet écosystème en Afrique et qui peuvent s'en imprégner et s'en inspirer pour monter en compétences. Donc, ce programme de mentorat et ces conseils, ce conseil qui peut être donné par une personne qui a cette expérience, c'est une manière excellente, selon moi, pour augmenter les compétences générales dans un pays. Donc, c'est la meilleure manière, selon moi, c'est de faire interagir des personnes qui ont déjà une expérience avec des personnes qui souhaitent en apprendre. Merci, merci beaucoup. Merci. Voilà, devoir conclure. Je vous remercie infiniment tous pour tout d'abord les intervenants, pour vos échanges extrêmement intéressants, aux participants d'avoir pris la parole et d'avoir interagi avec nous tous. Donc, je rappelle que Meet Africa est un programme qui s'adresse aux diasporas en Europe qui souhaitent entreprendre dans leur pays d'Afrique. Je remercie en particulier ces financiers, donc l'Union européenne, l'Agence française du développement et puis également ses partenaires de mise en œuvre, notamment Expertise France. Je vous donne rendez-vous à tous, à la fois bien évidemment sur le hub Meet Africa, et vous invite à vous inscrire, mais vous donne surtout rendez-vous dans nos prochains webinaires en janvier, notamment l'un sur Impact Rating, qui est une solution d'évaluation des investissements, et puis un prochain rendez-vous également en janvier, Meet Africa, et au forum des entrepreneurs de la diaspora, qui, je le rappelle, se déroulera le 11 février au Palais des Congrès de Paris, Porte-Maillot. Et pour toutes vos questions, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, à consulter le site web dédié au forum et à nous poser vos questions pour pouvoir vous aider et vous permettre effectivement d'être parmi nous. Merci à tous et je vous souhaite de très, très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, bonne fête à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.